Kidal n'est plus seulement une ville du désert. C'est devenu le point où tout un système commence à trembler. Pendant 40 ans, cette ville a été décrite comme une forteresse intouchable, un espace où l'autorité centrale du Mali se brisait contre les murs de la rébellion, un lieu où les groupes armés pouvaient reculer, respirer, se réorganiser, puis revenir frapper. Mais aujourd'hui, selon le récit construit autour de l'encerclement de Kidal, cette même forteresse serait devenue un piège. Les portes qui protégeaient autrefois les rebelles seraient désormais les barreaux de leur enfermement. Et c'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré prend toute sa dimension politique. Il ne s'agit pas simplement d'une opération militaire. Il s'agit d'un signal, un signal envoyé aux groupes armés, aux réseaux économiques qui les alimentent, aux forces étrangères qui ont longtemps prétendu stabiliser la région, et aux élites locales accusées d'avoir transformé la souveraineté en marchandise. La logique est simple, mais explosive. Tant que Kidal reste ouverte, la rébellion respire. Tant que les routes restent actives, l'argent circule. Tant que les réseaux restent invisibles, les armes arrivent, les alliances se reforment, et l'État reste piégé dans une guerre sans fin. Mais si Kidal est encerclé, alors le cœur logistique du conflit commence à manquer d'air. C'est précisément ce que Ibrahim Traoré semble vouloir exposer derrière chaque attaque. Il y a une route. Derrière chaque route, il y a un financement. Derrière chaque financement, il y a souvent une main qui ne porte jamais d'armes, mais qui décide qui doit saigner. L'encerclement de Kidal devient donc plus qu'une manœuvre. Il devient une accusation silencieuse. Il dit que la guerre au Sahel n'est pas seulement menée par ceux qui tiennent les fusils, elle est aussi entretenue par ceux qui profitent du chaos, par ceux qui préfèrent des États faibles, divisés, dépendants, incapables de contrôler leurs propres ressources. Mais une question plus dangereuse apparaît alors. Si cette opération était nécessaire, c'est que la menace n'était peu, être pas seulement à l'extérieur. Elle était peu, être déjà dans les couloirs du pouvoir, dans les circuits de commandement, dans les alliances cachées. Et c'est cette découverte qui va transformer une opération militaire en véritable rupture politique. Pour comprendre pourquoi l'encerclement de Kidal est présenté comme un tournant historique, il faut regarder ce qui s'est passé bien avant que les colonnes militaires ne commencent leur progression vers le nord. Car cette crise n'a pas commencé dans le désert. Elle a commencé dans la fracture invisible qui s'est installée au cœur même des appareils sécuritaires du Sahel. Dans les semaines précédant l'opération, plusieurs attaques coordonnées auraient frappé différentes zones stratégiques. Ce qui a choqué les dirigeants de l'AES n'était pas seulement la violence des offensives, mais leur précision. Les groupes armés semblaient connaître les itinéraires, les rotations militaires, les zones vulnérables, et même certains mouvements internes des forces de sécurité. Pour Ibrahim Traoré et les dirigeants alliés du Mali et du Niger, une conclusion devenait impossible à ignorer, quelqu'un parlait depuis l'intérieur. C'est là que le récit prend une dimension beaucoup plus dangereuse. Selon les accusations relayées dans cette narrative, certains réseaux politiques et militaires auraient servi d'intermédiaires entre les groupes armés et des intérêts extérieurs. Le problème n'était plus uniquement territorial. Il devenait institutionnel. La guerre ne se limitait plus à des combattants cachés dans le désert. Elle concernait aussi les hommes en costume capables d'ouvrir des portes sans jamais apparaître sur le champ de bataille. Ibrahim Traoré comprend alors que le véritable centre du conflit n'est pas seulement Kidal. Le véritable centre du conflit, c'est la confiance. Et une fois que cette confiance disparaît, tout l'équilibre régional commence à vaciller. Cette peur d'une infiltration interne change complètement les règles du jeu. Les dirigeants de l'AES cessent de voir la crise comme une simple rébellion locale. Ils commencent à la considérer comme un système organisé, financé, protégé et maintenu vivant pour empêcher toute consolidation réelle du pouvoir sahélien. Dans cette logique, Kidal n'apparaît plus comme une ville isolée. Elle devient un nœud stratégique, un point de passage, un centre de circulation. Les armes passent par certaines routes. L'argent suit d'autres chemins. Les alliances politiques créent des protections invisibles. Et pendant des années, cette mécanique
aurait permis à la guerre de survivre malgré toutes les opérations militaires précédentes. C'est exactement ce que Ibrahim Traoré veut casser. Son discours évolue alors rapidement. Il ne parle plus seulement de sécurité, il parle de souveraineté. Il affirme que les États sahéliens ne pourront jamais contrôler leur avenir tant qu'ils dépendront de structures construites par d'autres puissances. Cette rhétorique touche profondément une partie des populations locales, fatiguées de voir les mêmes conflits se répéter malgré des décennies d'interventions étrangères. Dans les capitales occidentales, cette transformation inquiète, car Ibrahim Traoré ne critique pas seulement des groupes armés. Il remet en cause tout un modèle géopolitique. Il suggère que le chaos sahélien n'est pas uniquement un échec sécuritaire. Il insinue qu'il existe des intérêts économiques et stratégiques qui bénéficient directement de cette instabilité permanente. Et plus l'encerclement de Kidal se resserre, plus cette accusation implicite devient lourde. Pour les partisans de l'AES, la ville représente désormais le symbole d'une époque qui doit se terminer. Une époque où les États africains devaient négocier leur propre sécurité avec des acteurs extérieurs. Une époque où les ressources naturelles quittaient le territoire pendant que les populations locales restaient dans la pauvreté. Une époque où chaque tentative d'affirmation souveraine semblait immédiatement suivie d'une nouvelle crise sécuritaire. Mais cette stratégie comporte aussi un immense risque. En transformant Kidal en symbole politique, Ibrahim Traoré élève le niveau de confrontation. Si l'opération échoue, elle fragilise toute la crédibilité de l'AES. Si elle réussit, elle peut redessiner les rapports de force dans toute la région. Et c'est précisément pour cette raison que les réactions internationales deviennent de plus en plus nerveuses. Car derrière les mouvements militaires, une autre bataille commence discrètement à émerger, celle du contrôle des ressources, des financements et surtout du récit politique qui définira l'avenir du Sahel. À mesure que l'encerclement de Kidal se renforce, le conflit change brutalement de nature. Ce qui ressemblait encore à une confrontation territoriale commence à devenir une guerre de révélation. Les lignes de front ne se trouvent plus seulement dans le désert. Elles apparaissent désormais dans les réseaux financiers, dans les circuits de contrebande, et dans les relations troubles entre certains acteurs locaux et des intérêts étrangers. Selon le récit porté autour de l'opération, les dirigeants de l'AES auraient compris une chose essentielle: les groupes armés ne survivent pas grâce au hasard. Une rébellion capable de coordonner des attaques complexes, de déplacer des hommes, d'acheter des armes et de maintenir une présence durable dans plusieurs zones stratégiques possède forcément des soutiens solides. Et c'est là que le nom de Kidal devient explosif. Pour Ibrahim Traoré, la ville ne représente plus uniquement une base rebelle. Elle représente un centre nerveux, un espace où se croiseraient financements illicites, trafics régionaux et circuits liés aux ressources naturelles du Sahel. Plus l'enquête avance, plus la conviction grandit au sein de l'AES, tant que cette structure reste intacte, aucune stabilité durable ne sera possible. Cette lecture transforme complètement la stratégie. Au lieu de poursuivre uniquement les combattants, l'objectif devient de couper l'oxygène du système, fermer les routes, contrôler les flux, isoler les relais logistiques, rendre les financements plus difficiles. En apparence, il s'agit d'une opération militaire. En réalité, il s'agit surtout d'une tentative de démantèlement économique. Et cette approche provoque une réaction immédiate. Dans plusieurs récits médiatiques favorables à l'AES, les anciennes puissances influentes sont accusées d'avoir toléré, voire utilisé, certaines zones instables afin de maintenir une influence régionale. Ibrahim Traoré exploite politiquement cette perception. Il présente le combat de Kidal comme une lutte entre deux visions du continent, d'un côté, des États africains cherchant leur autonomie, de l'autre, un système international habitué à traiter le Sahel comme une zone dépendante. Cette narration rencontre un écho puissant auprès d'une partie de la jeunesse africaine, car Ibrahim Traoré ne parle pas uniquement de sécurité, il parle de dignité. Il affirme que les richesses du Sahel doivent enfin bénéficier aux populations locales plutôt qu'aux réseaux internationaux qui profiteraient du désordre permanent. Chaque discours renforce cette image d'un dirigeant prêt à affronter des intérêts beaucoup plus vastes
que de simples groupes armés. Mais pendant que cette tension politique grandit, la situation à Kidal devient de plus en plus fragile. Les récits évoquent des divisions internes parmi les forces présentes dans la ville. Certains combattants commenceraient à manquer de ressources. D'autres craindraient d'être abandonnés par leur soutien extérieur. Les alliances construites autour de l'argent et de la survie deviennent instables lorsque les voies d'approvisionnement se ferment. Et c'est précisément ce qu'Ibrahim Traoré cherche à provoquer. Il veut transformer l'encerclement en pression psychologique. Il veut pousser les réseaux adverses à se trahir eux-mêmes. Car, plus le siège dure, plus les fissures apparaissent. Les intérêts divergents remontent à la surface. Les anciens partenaires commencent à se soupçonner mutuellement. Et chaque jour qui passe augmente le coût politique du maintien de la rébellion. Mais derrière cette démonstration de force se cache une autre question, encore plus sensible. Si l'argent a permis de maintenir la guerre pendant des années, alors d'où venait, réellement, cet argent qui profitait de cette économie du chaos? Et jusqu'où les ressources du Sahel ont-elles été utilisées pour alimenter le conflit lui-même? C'est cette interrogation qui va ouvrir le chapitre le plus dangereux de toute cette affaire, celui de l'or du Sahel. Pour Ibrahim Traoré et les dirigeants de l'AES, la guerre du Sahel ne peut pas être comprise uniquement à travers les armes. Derrière chaque attaque, derrière chaque groupe armé, derrière chaque crise politique, il existe une autre réalité, beaucoup plus silencieuse, l'économie du conflit, et au cœur de cette économie se trouve l'or. Le Mali fait partie des grands producteurs d'or du continent africain. Pourtant, dans de nombreuses régions minières, les populations vivent toujours dans une pauvreté extrême. Cette contradiction nourrit depuis longtemps un sentiment de colère. Comment un territoire aussi riche peut-il rester aussi fragile? Comment des milliards peuvent-ils sortir du sol pendant que les villages manquent encore d'écoles, d'hôpitaux et de sécurité? C'est précisément cette question qu'Ibrahim Traoré transforme en argument politique. Selon la logique développée autour de l'encerclement de Kidal, certaines zones instables du nord auraient permis la circulation d'un commerce clandestin extrêmement rentable. L'or extrait dans des régions difficiles à contrôler passait ensuite entre les mains d'intermédiaires, traversait plusieurs frontières, puis entrait dans des circuits internationaux où son origine devenait presque impossible à tracer. Dans cette lecture, le chaos devient une industrie. Plus l'État est faible, plus les réseaux informels prospèrent, plus la guerre dure, plus certains acteurs gagnent de l'argent. Les groupes armés imposent des taxes locales. Les trafiquants organisent les routes. Les intermédiaires financiers nettoient les transactions. Et, à la fin de la chaîne, l'or finit intégré au marché mondial comme s'il provenait d'un circuit parfaitement légal. C'est là que Ibrahim Traoré tente un changement radical de narrative. Il affirme que la souveraineté politique est impossible sans souveraineté économique. Pour lui, contrôler les frontières sans contrôler les ressources ne sert à rien. Un pays qui laisse ses richesses alimenter des réseaux parallèles finit toujours par perdre le contrôle de sa propre stabilité. Cette idée explique pourquoi Kidal prend une importance stratégique aussi énorme. Dans le discours porté par l'AES, la ville représente non seulement un verrou militaire, mais aussi un carrefour économique. Celui qui contrôle cette zone influence les flux de marchandises, les routes clandestines et certaines connexions financières du nord sahélien. En encerclant Kidal, l'AES cherche donc autant à couper des revenus qu'à encercler des combattants. Et cette stratégie commence à produire un effet psychologique puissant. Plus les circuits se ferment, plus les alliances deviennent fragiles. Les groupes armés peuvent survivre à des offensives militaires pendant des années. Mais lorsqu'ils perdent leur financement, leur capacité diminue rapidement. Les armes deviennent plus difficiles à acheter. Les recrutements ralentissent. Les rivalités internes explosent. Ibrahim Traoré semble comprendre que la véritable bataille se joue là. Il ne cherche pas seulement une victoire symbolique. Il cherche à modifier l'architecture économique qui maintient la guerre vivante. Et c'est exactement ce qui inquiète certains acteurs internationaux. Car si l'AES parvient à reprendre durablement le contrôle de ces circuits, cela pourrait réduire l'influence de nombreux réseaux construits depuis des décennies
autour de l'instabilité sahélienne. Dans plusieurs discours et récits favorables à l'AES, cette confrontation est présentée comme une lutte entre deux systèmes. D'un côté, un modèle ancien basé sur la dépendance, l'extraction des ressources et la fragmentation politique. De l'autre, une tentative de construction régionale plus autonome, fondée sur le contrôle souverain des richesses naturelles. Mais cette transformation ne peut pas se faire sans provoquer des réactions. Plus Ibrahim Traoré renforce cette rhétorique souverainiste, plus il devient une figure controversée sur la scène internationale. Pour ses soutiens, il incarne le réveil politique du Sahel. Pour ses adversaires, il représente un dirigeant imprévisible, capable de bouleverser des équilibres régionaux extrêmement sensibles. Et pendant que ce débat s'intensifie, une autre évolution commence à inquiéter sérieusement l'AES. Selon plusieurs récits circulant autour du siège de Kidal, certains groupes rebelles auraient progressivement renforcé leurs liens avec des organisations extrémistes beaucoup plus radicales. Ce rapprochement change totalement la perception du conflit. La question ne concerne plus seulement une rébellion territoriale ou une crise politique locale. Elle touche désormais à la peur d'une expansion plus large du terrorisme dans toute la région sahélienne. Et c'est cette évolution qui va permettre à Ibrahim Traoré de transformer l'encerclement de Kidal en argument continental. À partir du moment où les groupes armés de Kidal commencent à être associés à des organisations extrémistes plus radicales, le conflit change encore d'échelle. Ibrahim Traoré comprend immédiatement l'avantage politique que cette évolution peut lui offrir. Car une rébellion locale peut encore trouver des soutiens diplomatiques ou médiatiques, mais une alliance avec des réseaux terroristes internationaux transforme totalement le rapport de force. Le discours de l'AES devient alors beaucoup plus offensif. L'encerclement de Kidal n'est plus présenté uniquement comme une opération de sécurité nationale. Il est désormais décrit comme une bataille pour la survie même du Sahel. Ibrahim Traoré affirme que les États africains ne peuvent plus continuer à tolérer des zones grises ou des groupes armés. Des trafiquants et des organisations extrémistes se croisent et coopèrent. Cette stratégie narrative produit un effet immédiat. Elle permet d'unifier une partie des opinions publiques régionales autour d'une idée simple si Kidal reste hors de contrôle. L'instabilité continuera de se propager à travers tout le Sahel. Ainsi, le siège de la ville devient progressivement le symbole d'un choix beaucoup plus large. Soit les États reprennent le contrôle de leur territoire, soit les réseaux armés continueront à imposer leur propre ordre. Mais derrière cette bataille militaire et idéologique, une autre guerre se joue discrètement, celle du récit international. Pendant des années, certaines puissances étrangères ont justifié leur présence au Sahel au nom de la lutte contre le terrorisme. Pourtant, malgré des opérations coûteuses et une présence sécuritaire massive, la région est restée profondément instable. Ibrahim Traoré exploite ce constat pour renforcer son discours souverainiste. Il suggère que les anciennes stratégies ont échoué parce qu'elles maintenaient les États africains dans une dépendance permanente. Cette accusation est extrêmement sensible, car elle remet directement en cause plusieurs décennies de politique sécuritaire internationale en Afrique de l'Ouest. Pour les partisans de l'AES, l'encerclement de Kidal démontre qu'une alliance régionale africaine peut obtenir des résultats que les interventions extérieures n'ont jamais réussi à produire. Pour les critiques de cette vision, il s'agit au contraire d'une simplification dangereuse d'un conflit beaucoup plus complexe. Mais sur le terrain politique, l'effet est réel. Ibrahim Traoré devient progressivement une figure symbolique pour une partie de la jeunesse africaine. Son image dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Beaucoup voient en lui un dirigeant qui ose parler ouvertement de souveraineté, de ressources naturelles et d'indépendance stratégique sans utiliser le langage diplomatique traditionnel. Et plus cette image grandit, plus les réactions internationales deviennent prudentes. Dans certaines capitales occidentales, l'inquiétude augmente face à la montée de ce nouveau discours panafricaniste. Car il ne s'agit plus seulement d'un débat militaire. Il s'agit d'une remise en question du rapport historique entre l'Afrique et les grandes puissances extérieures. Ibrahim Traoré transforme chaque crise
en preuve que le continent doit reprendre le contrôle de ses propres décisions. Pendant ce temps, à Kidal, la pression continue. Les récits évoquent des difficultés croissantes à l'intérieur de la ville encerclée. Les routes d'approvisionnement deviennent plus instables. Les tensions internes augmentent. Les alliances de circonstances commencent à se fissurer sous l'effet de la peur et du manque de ressources. Plus le siège dure, plus le coût politique et psychologique augmente pour les groupes présents dans la zone. C'est exactement ce que cherche l'AES. L'objectif n'est pas seulement de gagner militairement. L'objectif est de montrer qu'un nouveau rapport de force régionale est en train d'apparaître. Un rapport de force où les États sahéliens refusent désormais de rester dépendants des anciennes structures de sécurité et des anciens réseaux d'influence. Mais cette démonstration de puissance ouvre aussi une question immense pour l'avenir. Si l'AES réussit à imposer durablement ce modèle de coopération régionale, alors toute la géopolitique du Sahel pourrait être transformée. Les alliances traditionnelles pourraient être redéfinies. Les circuits économiques pourraient être réorganisés. Et surtout, les populations pourraient commencer à croire qu'une autre trajectoire politique est réellement possible pour la région. C'est précisément cette possibilité qui rend la bataille de Kidal si importante bien au-delà du désert malien. La poussière de Kidal n'est pas encore retombée. Pourtant, une chose est déjà claire, cette bataille dépasse largement les frontières d'une seule ville. Pour Ibrahim Traoré, l'encerclement de Kidal représente beaucoup plus qu'une opération militaire. C'est une démonstration politique, une tentative de prouver que les États du Sahel peuvent agir ensemble, protéger leurs intérêts et reprendre le contrôle d'un territoire longtemps présenté comme ingouvernable. Qu'on partage ou non cette vision, le message envoyé est puissant. Pendant des années, le récit dominant décrivait le Sahel comme une région condamnée à l'instabilité permanente, dépendant des interventions extérieures pour survivre. Mais aujourd'hui, l'AES tente d'imposer une autre lecture. Une lecture où la souveraineté africaine ne doit plus être négociée, mais exercée directement par les États eux-mêmes. Et c'est précisément ce qui rend Ibrahim Traoré aussi controversé. Pour ses soutiens, il incarne une génération de dirigeants décidés à rompre avec les anciens rapports de dépendance. Pour ses adversaires, il représente un pari risqué capable d'augmenter les tensions régionales et diplomatiques. Mais quelle que soit la position adoptée, son influence politique ne peut plus être ignorée. L'histoire de Kidal révèle aussi une vérité beaucoup plus profonde sur le Sahel. Derrière les armes et les combats se cachent des enjeux immenses, les ressources naturelles, les réseaux financiers, les routes stratégiques et le contrôle du récit politique africain. Celui qui contrôle ces éléments ne contrôle pas seulement un territoire, il influence l'avenir de toute une région. C'est pour cette raison que l'encerclement de Kidal provoque autant de réactions internationales, car si cette stratégie réussit, elle pourrait encourager d'autres États africains à remettre en question des équilibres géopolitiques installés depuis des décennies. Elle pourrait aussi renforcer l'idée qu'une coopération régionale africaine peut exister sans dépendre totalement des anciens centres de pouvoir. Mais le plus important se trouve peu être ailleurs. La bataille de Kidal montre que la guerre moderne ne se joue plus uniquement avec des fusils, elle se joue avec les ressources, l'information, les alliances économiques et la capacité à convaincre les populations qu'un autre avenir est possible. Ibrahim Traoré l'a compris. Et c'est précisément cette combinaison entre stratégie militaire et guerre narrative qui transforme aujourd'hui son image en symbole continental. Le futur du Sahel reste profondément incertain. Les tensions ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Les réseaux armés ne s'effondreront pas instantanément. Les rivalités internationales continueront d'exister. Mais une rupture semble déjà engagée. Et au cœur de cette rupture, Kidal restera probablement comme le moment où plusieurs nations sahéliennes ont décidé de ne plus seulement subir l'histoire, mais de tenter de la réécrire selon leurs propres règles.